Salut cher auditorice. Alors, dans Les Voix des Livres, on commence une belle série, quasiment en direct, parce que ça s'est passé aujourd'hui. Je suis en déplacement pour aller voir des copains, dont Cosmic Beast, qui est dans le podcast Entre Geeks, et qui va écouter ce podcast d'ailleurs, donc je le salue. Alors, je suis au festival Étrange Grande, parce que ça se déroule dans la petite ville d'Étange Grande, qui se trouve en Moselle, à côté de Thionville. C'est un festival qui en est à sa 2e édition, et je vous donne des petites précisions, comme c'est le premier épisode, comme ça vous saurez tout. C'est un festival qui traite des genres de l'imaginaire. Donc, cette année, il est placé sous le signe de Tolkien, qui est puis plus largement sous le signe de la fantasy. Alors, justement, ça va être très intéressant. La table ronde que vous allez écouter, que j'ai enregistrée, justement, explore les nouveaux rivages de la fantasy. Et là, je dois dire que la qualité des 2 tables rondes que j'ai enregistrées m'a vraiment bluffé. J'ai fait quelques festivals, je ne suis pas non plus un grand... Il y a mieux que moi. Mais je fais quand même quelques tables rondes et je dois dire que là, elle a été admirablement animée par Frédéric Daubert, qui n'est autre que Fred Leclug de la chaîne Indécent Podcast, qui n'est pas un podcast, mais qui s'appelle Indécent Podcast et qui est sur YouTube et qui traite beaucoup, mais pas que, de jeux de rôle et également beaucoup de littérature de science-fiction et de fantasy. C'est un énorme lecteur d'ailleurs. Il avait lu les 3 livres attentivement de ces 3 invités, qui étaient donc Yasmine Djebel, Anouk Faure et Camille Le Boulanger. Donc, quant à ce qu'ils ont écrit, tout ça, on va écouter ça tout de suite. Petite précision que j'ai oublié de dire juste dans l'avant-propos. L'année dernière, le thème était Philippe Cadic et la science-fiction en général. Donc l'année prochaine, on ne sait pas. Peut-être que ça sera le polar ou autre chose. Ou le western, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on ne connaît pas encore le thème de la prochaine édition. Mais en ce week-end de mi-septembre, il fait encore bon, même plutôt chaud. Ici dans l'Est, et c'est très chouette, on voit des copains, on se rencontre aussi par exemple avec le campus Miss Catholique, notre cher ami, cette formidable association qui bientôt dans 1 mois et demi va faire ce qu'on appelle un campus. C'est pas un festival, c'est des réflexions autour de l'œuvre de Philippe Lovecraft. Donc on a rencontré plein de gens, Cosmic on s'était jamais vu, donc là on s'est enfin vu, on s'est fait des bisous aussi avec un gars qui s'appelle Commandant Guigui, qui anime énormément de podcasts et que j'ai interviewé. Donc voilà, cette série va être très riche en rencontres, et ce n'est pas fini parce que là on n'est que samedi soir, et donc demain dimanche j'ai encore plein de papotages et je vais les partager avec vous. Donc ce soir, je vous prépare la première table ronde d'Étrange Grande à laquelle j'ai assisté, et ça sortira, donc c'est sorti puisque tu l'écoutes, donc en ce dimanche, et là tous les jours je pense vous donner des petites choses à écouter fort plaisantes. Voilà, c'est parti. Alors, les voix des livres, d'habitude le générique vert d'oreille, je m'excuse, mais là non. Comme c'est Tolkien, écoutez, j'ai changé un peu le générique, et ça va pas vous déplaire, mais je reprendrai le vrai générique pour les prochaines émissions, hein. Bon, allez, on écoute ça, et vous allez voir, elle est excellente, c'est fabuleux. On explore vraiment la fantasy et le futur de la fantasy de façon extrêmement intelligente.
petite introduction, nouveau rivage de la fantasy, pourquoi ce titre pour cette table ronde? Un petit peu pompeux, je l'assume totalement, c'est moi qui l'ai trouvé. Simplement comme on est sur une édition qui met qui met en avant Tolkien, qui est, on va dire, pas le fondateur, mais une icône de la fantasy au niveau mondial, on s'est dit que c'était l'occasion de montrer ce qui se fait de façon différente dans le domaine de la fantasy. Donc, on a réuni 3 autrices et auteurs qui ont travaillé ou qui travaillent dans le genre de la fantasy, mais qui ont pris des chemins de traverse, on va dire, pour explorer d'autres façons d'écrire la fantasy. Donc voilà un petit peu simplement l'avant-propos de cette petite table ronde. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'était surtout pour mettre en avant que la fantasy, ça ne se réduit pas à Tolkien, bien évidemment. Entre Tolkien et aujourd'hui, il y en a bien d'autres, heureusement. Là, je vous passe les George Martin avec la chanson de la glace et du feu, parce que tout le monde dit Game of Thrones, mais c'est Song of Ice and Fire. Les Moorcock, etc. J'en passe, il y en a eu vraiment beaucoup, sans compter la Mammoth Fantasy, je ne sais pas si vous connaissez. La Mammoth Fantasy, c'est les cycles à la David Eddings, Terry Goodkind, où ça tire, et ça fait 10, 12, 15, 16, 17, 18 ans. D'accord, c'est pour ça que ça s'appelle. C'est David Eddings qui a inventé le terme, c'est pas moi. Ok. C'est un petit peu de la fantaisie avec des mammouths. Ouais, moi aussi j'étais sûre. Ah oui, de... extrêmement Les décevant. mammouths, c'est des gros pavés et ils se suivent. Et c'est David Eddings qui a créé le terme. Je pensais la fantaisie. C'est pas moi qui me suis amusé. Voilà, donc je vais vous présenter déjà dans un premier temps nos invités. Donc, on commence tout de suite par Anouk Faure. Bonjour. Donc, si tu veux te présenter, je te laisse faire. Bon, tant qu'à faire. Bonjour, je suis Anouk Faure. Je suis donc artiste, plasticienne, illustratrice et autrice. J'ai commencé à débarquer dans l'imaginaire en faisant les couvertures des romans d'autres auteurs. Voilà. Et chez Albin Michel, Folio SF, Le Noir d'Absinthe, voilà, enfin plein de maisons d'édition différentes. Et donc l'année dernière, non cette année, on est toujours en 2023, pardon. J'ai publié mon premier roman, La Cité Diaphane, qui est donc de la fantaisie gothique assez sombre, donc aux éditions Argile. Est-ce que je présente le livre maintenant? Bon, on va le présenter au fur et à mesure. Bah voilà, bonjour. Moi, du coup, c'est Yasmine Djebel, autrice de Sirène et l'Oiseau Maudit, qui est un roman de fantasy jeunesse aux éditions Rajo et qui est sorti en février dernier. C'est mon premier roman et ma première saison, enfin année de festival et de conférences. Donc, je suis très contente de pouvoir en parler ici. C'est un vieux de la vie. Et donc par élimination, je suis Camille Le Boulanger. Je suis auteur entre autres de ce livre aux éditions Argile, Le Chien du Forgeron. J'ai publié maintenant une demi-douzaine de romans depuis 2011, notamment le dernier en date, Utopia, toujours chez Argile. Voilà, on aura l'occasion d'aller un petit peu plus en détail dans les différentes œuvres que vous voyez ici. Comme on dit, pour Camille, il a écrit dernièrement donc Utopia, que je vous invite très fortement à aller lire en termes de... En fait, c'est pas de la science-fiction, c'est juste... voilà, faut juste le lire. C'était un voyage de vie. Je sais pas si on peut le définir comme ça. Un voyage de vie, puis aussi une autre forme de société. Ça rentre dans le genre de la science-fiction en général, ça s'inscrit dans une tradition de science-fiction, d'utopie critique. D'imaginaire. Voilà. Donc pour revenir à notre fantaisie, la première chose qui nous a intéressés dans les ouvrages, et pour moi ça avait été, alors comme ça vous le saurez, les 3 ouvrages qui sont ici ont été lus par votre animateur ici présent, ce qui est un petit peu plus simple pour rentrer un petit peu dans le détail, ça aide généralement. Donc, dans Le Chien du Forgeron, Camille Le Boulanger donc, a repris, si vous connaissez le mythe de Rochulain, le héros celte. Vraiment c'est un mythe fondateur pour la mythologie celtique. Et il a proposé donc avec Le Chien du Forgeron, parce que c'est aussi comme ça qu'il est connu, hein, c'est sous cette appellation. Et il y a une réécriture complète de la mythologie de ce héros. On passe d'un héros qui est le mâle dominant, voilà, qui traverse une épreuve comme on connaît dans les mythologies gréco-romaines et autres, hein, tous ces mythes qui ont fondé nos civilisations en tout cas.
Et là, on a une réécriture complète, donc une remise à plat par un autre point de vue. C'est pas le héros qui parle, c'est un barde qui va raconter l'histoire. Donc ce qui m'intéressait là-dedans, et c'est du coup on va en parler, tous les trois vous allez en parler, dans vos différents romans, c'est la façon dont vous avez récupéré les mythologies dont vous vous êtes inspiré dans vos ouvrages. Donc je sais pas, Camille, si tu veux commencer. Alors, dans Le Chien du Forgeron, bon, je vais commencer par l'anecdote. Il se trouve que mon premier contact avec cette matière mythologique date de 1997 avec la sortie de l'album Panique Celtique de Mano, plus connu pour la tribu de Dana, n'est-ce pas, dont la piste numéro 9, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle Le Chien du Forgeron, et donc évoque cette légende-là. Ça m'a trotté dans la tête pendant un petit paquet d'années. Arrivé un moment, je me suis dit que j'allais retravailler ça, et j'avais envie de le travailler effectivement par un point de vue un peu externe, enfin d'un personnage qui se trouve dans une auberge et qui entend des gens parler de cette légende-là et qui dit vous parlez du chien du forgeron, vous savez quoi, moi j'étais là et je peux vous raconter la vérité de ce qui s'est vraiment passé. Et ça donne finalement, ça c'est ce qui s'est goupillé, c'est que ça donne un espèce de roman que j'ai voulu entre guillemets au croisement du roman historique et de la fantaisie. Alors je mets une parenthèse, enfin des guillemets sur roman historique, puisque écrire un roman historique sur le monde celtique irlandais très chrétien du premier âge du fer, donc en moins 800, moins 700 avant Jésus-Christ, c'est un peu une gageure puisqu'il n'y a pas de source autre que archéologique un petit peu. Donc le propos c'était un petit peu de se dire imaginons quels sont les événements historiques qui auraient pu vraiment se passer, qui auraient pu donner par le biais de transformations successives et de récits successifs qui auraient pu donner une mythologie ensuite après. Voilà, c'était ce point de vue de réécriture multiple, quoi, finalement, de ce processus-là qui m'intéressait commencer. Ouais, parce que c'est vrai que du coup, de ce chien du forgeron, quand on aborde son récit par ce barde, à la fin du récit, on va vous dévoiler la fin, bien évidemment, on a quand même un peu de la peine pour ce brave Roline, hein, ce brave. Je vous incite à lire si vous ne l'avez pas encore fait. Ça donne effectivement une autre vision. Ça fait penser, alors, de proportion gardée, au récit homérique. Puisqu'on sait très bien que les récits homériques, c'est pareil, des couches successives de récits. On ne sait pas vraiment si Homère existait, en fait. Hein. Et c'est plusieurs récits qui ont fondé l'Iliade et l'Odyssée. Je parle même pas de nos textes sacrés, hein, parce que là, il faut parler des heures aussi. Ça revient un peu au même, hein, c'est des réécritures successives qui font qu'on n'a plus la même vision de ce que ça a pu être à cette époque-là. C'est pour ça que le chien du forgeron était une réécriture mythologique. Et avec toi, Yasmine, du coup, alors là, on plonge directement dans l'univers des mythologies berbères. Et j'apprécie que tu utilises le terme mythologie. Oui. Et parce que tout ce qui est mythe, souvent ça va être réservé aux mythes celtiques, aux mythes gréco-romains. Et comme c'est inspiré de contes, certes, et de légendes et qui sont du coup des cultures orales, il n'empêche que ce sont aussi des mythes et qu'il y a un panthéon. Et du coup, je tenais à réutiliser cet héritage culturel, parce que c'est vrai que, pareil, tu parlais de Tolkien, oui. Ce qui est le thème du festival. Je me souviens de ma rencontre avec Le Seigneur des Anneaux à 11 ans, et ce qui m'a, avec bien sûr d'autres romans et d'autres sagas, déclenché mon amour pour la fantasy. J'en ai énormément eu plus jeune, et ensuite j'ai arrêté totalement, j'en ai fait presque un rejet sans vraiment comprendre pourquoi. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que j'en avais assez de voir les mêmes mythes et panthéons ressassés, avec les mêmes figures très viriles, une critique de la virilité des personnages en fantasy. Et je me sentais plus vraiment assez à la place dans cette littérature en tant que lectrice. Et d'autre part, il y avait une représentation soit absente, soit très négative de mon héritage culturel. Et j'ai vraiment eu envie de me réapproprier ça, même si, comme l'âge de fer, il n'y a pas beaucoup de sources, malheureusement. Même si c'est pas... Oui, c'est ça, c'est que c'est pas une culture de l'écrit.
il y a quand même eu une acculturation de par la colonisation et l'islamisation, donc c'était vraiment aller découvrir ces rivages qui m'appartenaient et les mettre en avant dans un roman de fantasy pour me réapproprier en fait le genre. Et du coup, donc on retrouve des personnages emblématiques de ces mythologies. Donc, je pense bien évidemment aux djinns, qui sont une grande puissance élémentaire, plus les malédictions et les paroles données. Ça c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, si vous ne connaissez pas les cultures méditerranéennes, je suis issu, la parole donnée, c'est très très important. Ça a un peu disparu chez nous au profit du contrat, de la forme écrite. Alors la parole donnée, les mains serrées, ça forme des contrats en fait. Et ça fait des histoires en plus derrière. Bravo, c'est la première fois que quelqu'un a remarqué. C'est vrai qu'il y a des références culturelles qui sont plus ou moins subtiles. Celle des djinns, alors je t'avoue que c'est pas celle qui est la plus authentique au niveau Afrique du Nord, parce que les djinns vont pas être vus forcément comme ce qu'on voit dans les Mille et Une Nuits ou au Moyen-Orient, ou ce qu'on a dans l'imaginaire. Et j'ai un peu joué avec cette figure-là, même si ils existent et si tu veux, ils vont plus être apparentés aux fantômes et à la malédiction. Mais là, c'est vrai que j'ai joué sur les énigmes, étant une grande fan de Zelda. Mais la figure emblématique, on oublie souvent en fait, c'est l'ogresse. Et l'ogresse, c'est vraiment la Baba Yaga de l'Algérie en fait, et les gens ne la connaissent pas, et je trouve ça extrêmement dommage. Et j'ai essayé de faire revivre ces figures en me les réappropriant. En fait, comme Camille, je l'ai réécrite un peu à ma façon, donc comme elle l'était avant, mais comme les gens ne connaissent pas la légende de base, c'est un peu plus complexe, mais c'est pas grave. D'autres personnes comprendront les subtilités. Et tu parlais de paroles données, mais aussi de malédiction. Oui. Ce qui m'a toujours fait rire, c'est une langue où on maudit facilement, en fait. Je maudis tes grands-parents, je maudis ton père, et j'ai toujours trouvé ça, comme moyen d'insulte vraiment fascinant, parce que c'est vraiment dit avec le cœur. Et je tenais à en faire. Oui, voilà. Et c'est un truc aussi qu'on retrouve souvent en fantasy, donc je me suis amusée avec également dans ce roman d'aventure. Et donc pour toi, Anouk, la façon de reprendre des mythologies, là on est plutôt sur les mythologies des déesses mères, des déesses terres qui protègent. Et qui, du coup, alors il y a un joli twist, là pareil, on va pas vous révéler tout ce qui se passe dans cette histoire, surtout à ce niveau-là. Mais on est dans la réécriture des mythologies classiques qu'on peut avoir dans les récits de fantasy, qui sont des déesses protectrices, des dieux protecteurs, vous avez fait des prières, et puis d'ailleurs c'est des miracles, voilà, je vous en passe des meilleurs. Là, on a renversé cette façon de réécrire la mythologie. Oui, en fait, même au-delà de l'aspect mythologique, moi c'est vraiment le conte de fées et le décor classique du conte de fées. C'est-à-dire que voilà, il y a une magnifique cité élancée avec des grandes tours, il y a une licorne, il y a une chevaleresse. Enfin, voilà, en fait, d'ailleurs les personnages n'ont pas de nom, ce sont des archétypes, donc il va y avoir le prince, le forgeron, la chevaleresse. Et donc il y a vraiment ce côté conte de fées et donc une déesse, la déesse sans visage. Et donc c'est vraiment prendre ces archétypes et en fait en faire quelque chose de décalé en fait, et notamment ça vient par le côté sombre et la corruption. C'est-à-dire que c'est un décor de conte de fées mais corrompu, et c'est finalement sous ces arches diaphanes, cette espèce de beauté élancée gothique, l'espèce de marasme qui est dissimulé en dessous, et les drames humains. Et en fait surtout c'est sur une sorte d'orgueil démesuré et une insatisfaction humaine qui peut conduire à des dérives très brutales. C'est le moins qu'on puisse dire, mais bon. Donc voilà pour cette partie mythologique. Bon, il y aura 2-3 questions à la fin, bien évidemment. Ça, c'était pour la réécriture des mythes. Ensuite, ce qui était intéressant de voir dans vos différents récits, c'est la façon, justement, dont on se réapproprie les socles culturels. Donc c'est vrai que c'était d'abord le roman Sirem et l'oiseau maudit qui était intéressant, mais c'est de voir comment on s'approprie une culture, une façon de voir les choses, dans un récit, pour le transformer et en faire quelque chose. Donc si tu veux commencer, Yasmine. J'adorais les contes de mon grand-père et les traditions, les superstitions un peu de mes grands-mères. J'aime bien comprendre l'origine, le pourquoi du comment, et ce qui est marrant, c'est que... On jette le sel. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tout est mélangé entre ce qui est païen et de l'ordre du religieux, et les gens... Enfin,
mes grands-mères font des mélanges un peu étranges entre les deux. Ils sont presque mis au même niveau, et alors que ils vont être très soucieux de respecter les règles dictées dans le Coran, mais d'une autre façon, il faut pas faire ça parce que il y a une légende qui dit que et tout est au même niveau. Et je trouvais ça vraiment formidable de pouvoir garder ça. Et ce que j'essaie de faire dans le roman également, de faire une critique de la perte de ces rites un peu païens sous prétexte qu'il y a quelque chose de mieux. Et je parlais du coup des contes de mon grand-père que j'adorais mais que je détestais, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et parce qu'il y avait des choses qui me heurtaient déjà enfant, et j'ai compris ensuite que c'était des figures soit masculines, des origines très effacées, et une virilité un peu toxique. Et du coup je me suis réapproprié mon héritage culturel, mais aussi avec ma façon de voir les choses aujourd'hui, parce que j'écris de la jeunesse, et c'est Johannes Farr qui disait que les adultes lisaient pour se distraire, mais les enfants lisent pour se construire. Et il faut faire très attention, j'estime, sans vouloir faire passer de message, il faut quand même faire attention aux sous-thèmes de ces romans, de ces écrits. Et on peut bien sûr lire de tout et se questionner, avoir les bases pour remettre en question ces histoires. Et c'est ce que j'ai fait en fait 15 ans plus tard dans mon roman. Donc il y a une réappropriation culturelle, mais aussi de l'ordre de la morale, entre guillemets, derrière. Puis en plus, c'est vrai qu'il y a, au niveau des villes qui sont décrites, oui. On en avait déjà discuté, oui. Il y a aussi des villes qu'on peut reconnaître si vous connaissez un petit peu l'Algérie. La cité des ponts, c'est Constantine. Voilà, et très fort, vraiment très fort, parce qu'en fait, du coup, c'est marrant parce que je fais beaucoup de clins d'œil. Autant il y a des trucs qui sont assez gros, tu vois, comme les jeans, et d'autres qui sont beaucoup plus discrets. Et j'aime quand les gens, en fait, reconnaissent, se sentent un peu concernés. C'est comme si je leur faisais un clin d'œil, en fait, par-delà les lignes. Et en fait, ça, j'ai reconnu, la cité au pont suspendu, c'est Constantine, ou alors ces ruines-là, c'est les ruines de, et ça me fait vraiment plaisir de voir les gens soit reconnaître un élément de leur héritage culturel, soit reconnaître énormément de choses, que ce soit au niveau culinaire, au niveau des expressions, au niveau de... Et aussi du coup de se reconnaître dans du merveilleux, dans ce qui relève de la fantaisie, d'une représentation que j'estime positive. Voilà, donc j'aime partager ça avec les lecteurs, et des lecteurs qui malheureusement ne lisent pas beaucoup de fantaisie en général. Et une autre question avant qu'on demande à Camille et à Anouk, c'était savoir en quoi le fait de te réapproprier donc une partie de ton héritage, de ta culture, en quoi ça t'a permis de transformer, de proposer autrement. C'était vraiment quelque chose que tu avais en toi, que tu voulais faire? Moi c'était clairement par colère et presque militantisme, parce que ma première passion c'est la lecture. Moi j'adore lire, c'est vraiment mon hobby. Dans les CV, tu sais, quand tu mets hobby, passion, les gens ils mettent lecture, et moi je le mets très sérieusement. Et je m'étais jamais vue tant écrire. Mais c'est avec ce dégoût de la fantaisie, et du coup j'ai lu beaucoup ensuite d'essais de littérature dite blanche, donc pas de mauvais genre, pour voir en fait autre chose, et quand je dis autre chose, c'est vraiment tout le spectre d'auteurs oubliés qu'on n'a pas en fantaisie. Et je me suis dit, mais pourquoi ces thématiques-là on les utilise pas dans des récits déjà qui relèvent de la SFFL, donc de l'imaginaire, comme ce que peut faire Camille en science-fiction, parce qu'il y a énormément de choses à questionner sur notre histoire et nos différentes cultures, ou sur les réalités sociales de nos jours. Je trouve que c'est vraiment, l'imaginaire, c'est un genre qui est fait pour questionner tout ça, et on le fait pas parce que les personnes qui ne le font pas. Donc tu vas avoir beaucoup de ça en blanche, mais ça va être pas forcément accessible à tous, et des fois un peu déprimant, quoi. Alors que l'imaginaire, justement, on peut faire passer des choses de manière soit plus divertissante, soit avec plus d'empathie, et notamment on peut toucher aussi un public plus jeune, parce que moi quand j'ai du coup touché à ça, pour moi c'était trop tard, et c'était vraiment par frustration de mes lectures, et je me suis dit ça existe pas, et j'attendais, je me suis dit là on commence à en parler, j'entendais des autrices comme Lorraine Safou parler du droit à l'imaginaire, et je me suis dit un jour il va y avoir un livre qui va sortir avec ça, parce qu'il y a tellement de choses, ou Michael Rock, que j'apprécie beaucoup. Et je me dis l'année prochaine. Après j'ai fait personne ne le fait, j'y vais. En plus il y a eu le Covid cette année, donc je travaille à l'hôpital, donc c'était une super année dans les hôpitaux parisiens. Et du coup je me suis lancée, mais vraiment plus par colère et envie de réparation qu'autre chose, et je pensais pas finir ici.
Et pour toi, donc, du coup, cette façon de se réapproprier des mythologies, de socle culturel, donc là, on est plutôt sur la cité des contes de fées, c'est en plus l'illustration de Colliand est magnifique, avec Xavier Colette, qui fait un peu la cité, on va dire Disney, entre guillemets, le grand château de contes de fées tel qu'on le connaît. Là, clairement, après, ça se passe la nuit, avec la lune. On n'a pas vraiment de journée, en fait, il y a un petit peu, mais... Oui, c'est des jours très... passe vite. Très sombres et qui passent vite, ouais. Donc voilà, comment ça t'est venu, essayer de te réapproprier ces images-là, cet imaginaire-là, pour le retranscrire. Puis de passer du dessin, du coup, à l'écriture aussi. Tant qu'à faire, les deux en deux. Je me pose une colle, je sais pas trop. En fait, c'est vrai que du coup, c'est... Enfin, moi, j'ai grandi... je suis née et j'ai vécu dans le Pacifique. Donc, ces cités, gothiques, tout cet imaginaire européen, il m'est lié culturellement parce que mes parents, sont tous les deux d'origine française, oui, métropolitaine. Mais moi, j'avais jamais vécu là-bas et j'avais jamais connu ça. Donc, pour moi, finalement, c'était ma vie quotidienne n'était pas du tout liée à cet imaginaire-là. Donc, c'est un truc que je découvrais que à travers les contes et qui, du coup, avait un côté magique et exotique finalement d'une certaine façon dans ces contes et après je suis du coup dans ma pratique artistique personnelle, je travaille beaucoup sur les racines qui dans le Pacifique sont quelque chose de très important vu qu'il y a l'idée que l'homme est comme un végétal, il est enraciné dans la terre qui le porte. Et donc, quand je suis venue en France, que j'ai commencé à travailler en tant que graveuse, j'ai fait une résidence en Auvergne, qui est donc une terre d'origine de ma famille, mais que moi, je ne connaissais absolument pas. Et je me suis dit, je vais travailler sur ces racines, sur ces végétaux, et aussi sur ces racines familiales, en étant ici. Et donc, j'ai arpenté ces montagnes, ces forêts, qui pour moi étaient totalement inconnues. D'ailleurs, je mourais de froid, c'était horrible. J'étais pas du tout adaptée au climat, j'ai passé mon temps à être malade. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire La Cité diaphane. Donc, d'ailleurs, la ville s'appelle Roche-et-Douane, parce que j'étais à côté d'un village qui s'appelait Saint-Amand-Roche-Savine. Et donc, Roche-Savine, je trouvais ça hyper beau, je trouvais que c'était vraiment le nom de ville médiévale, enfin, de ville de fantasy, quoi. Et donc voilà, ça a été un élément, et surtout je pense que j'avais aussi envie de redonner de la puissance d'une certaine façon à des choses qui deviennent un peu galvaudées et des trucs de contes pour enfants choupi kawaii. Et donc typiquement la figure de la licorne en fait qui est un truc qu'on devient, ça devient une espèce de truc de fashion où on fait des trucs des licornes arc-en-ciel toutes mimi avec des paillettes et compagnie, alors que pour moi déjà j'ai côtoyé beaucoup de chevaux, j'ai fait beaucoup de cheval et c'est quand même un animal qui est extrêmement puissant et qui peut quand même te tuer assez facilement, et la licorne a plus forte raison, et du coup je sais pas, ça partait aussi d'une envie de redonner cette puissance presque dark et effrayante en fait à une figure qui est devenue totalement choupi-mimi, quoi. Donc il y avait aussi un peu ça. En fait, sous les contes de fées qui sont maintenant devenus des contes pour enfants, il y a toujours en fait un terreau extrêmement sombre qui va puiser vraiment dans des superstitions campagnardes, avec des choses finalement vraiment très primales de l'homme, et j'avais aussi envie de faire un peu exsuder cet aspect-là. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si. On se rend compte aussi que, à force d'avoir tous mangé à différents niveaux du Disney par Trouzen, comme on dit, ces derniers temps, on replonge aux origines de tous ces récits Disney qui sont les contes des frères Grimm, les contes Perrault, Andersen et autres, qui sont très très cruels. Oui. Clairement. Oui. C'est pas du tout des joyeusetés. On va pas parler de Notre-Dame de Paris, bien sûr, avec ce qu'ils en ont fait. Voilà. Mais c'est Disney, c'est la sauce, c'est la recette, elle marche. On s'est tous régalés à en regarder, je pense. On va pas cracher dans la soupe, c'est très très bon. Mais il faut jamais oublier que derrière, il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus sombres, qui sont effectivement ces récits, mais qui plongent dans le paganisme quelque part aussi. C'est ça, et puis qui parlent de choses finalement qui sont des pulsions finalement, intérieures de l'homme. En fait, aussi, c'est au-delà de l'aspect sacré que véhicule ces mythes. En fait, c'est aussi des façons de traduire des choses sombres qui se passent dans l'être humain, donc sombres ou pas sombres, d'ailleurs juste des désirs, des pulsions, la peur de la mort, typiquement, la volonté de perdurer, soit à travers ses réussites, à travers ses actes, à travers ce qu'on fait, ou à travers ses enfants. Et en fait, la Cité diaphane, ça parle
essentiellement de ça. Au fond, c'est le personnage principal, c'est un personnage qui est en fait rongé par un désir d'existence dévorant et qui déteint sur tout ce qui l'entoure en fait. Et un amour un peu corrompu, on va dire. Oui, voilà. Déjà. Et du coup, puisqu'on est dans cette façon de prendre le contre-pied avec les mythologies, donc on en revient à ce fameux Ruffelein, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans la façon dont tu l'as traité, au-delà du fait que c'est le barde qui la raconte? Il y a un truc qui s'est passé dans l'écriture de ce roman, c'est-à-dire que bon, en fait, cette idée de travailler ce thème mythologique-là, qui est, ma foi, fort peu connu en France, ou très peu travaillé, contrairement par exemple à la mythologie grecque, et gréco-romaine. Ruffelein, c'est à peu près l'équivalent, si vous voulez, d'Achille, ou d'Hercule. Enfin, il y a des correspondances qui, à mon avis, ne viennent pas de nulle part, puisqu'on sait qu'il y a des navigateurs grecs qui sont allés jusqu'en Irlande à cette période-là, au premier âge du fer. Donc, à mon avis, il y a des... Bon, c'est improuvable, voilà, mais... Au-delà de ça, juste une petite parenthèse, en fait, à travers en fait les mythes indo-européens, en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont tellement anciennes et primordiales qu'en fait on les retrouve dans énormément de civilisations, d'Inde jusqu'en Irlande, à travers des récits comme le Mahabharata, Arjuna, il y a aussi des figures en fait similaires. Et donc je pouvais pas écrire cette histoire avant d'avoir trouvé le dispositif. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup par dispositif et par point de vue. Le point de vue du narrateur ou de la narratrice est extrêmement important pour moi dans ma manière de concevoir mes livres. Et donc une fois que j'ai eu ce dispositif de la personne qui raconte de manière plus ou moins orale ce récit-là, je me suis dit ok, d'accord, il l'a connu, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et en avançant dans l'écriture, c'est un bouquin que j'ai commencé au printemps 2020, dans une période où j'étais, ma foi, beaucoup chez moi, et qui n'était pas prévu d'ailleurs, c'est une parenthèse anecdotique. C'était un bouquin que j'ai commencé à écrire au début des éditions Argile, et j'avais promis un space opéra depuis très longtemps à mon éditeur Simon Pinel, donc je lui envoie, il me dit, tu sais que c'est pas du tout un space opéra. En plus, voilà. Et donc en avançant dans l'écriture de ce livre, je me suis rendu compte que c'était quand même un sacré connard, ce Ruffelein, et plus j'avançais, en fait, le personnage, pardon, merci. Et je me suis demandé pourquoi c'était un sacré connard, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je travaillais le thème de la virilité, et donc de l'héroïsme conquérant, viril, etc. Donc du coup, ça m'a emmené vers des terres de réflexion féministe assez vivaces et très intéressantes. Et ça m'a permis aussi moi-même, notamment par de réappropriation, c'est plus de questionnement, de questionner ma propre construction en tant qu'homme, en tant que garçon. Pour moi, le Chien du Forgeron, c'est un bouquin qui parle de l'éducation des garçons, et de ce que l'éducation des garçons construit comme hommes, et après ce que ces hommes font sur la société, dans leurs interactions sociales. C'est un bouquin qui, pour moi, procède de ce que j'appelle, je reprends la formule, elle n'est pas de moi, une imagination sociologique. Et voilà, et encore une fois par parenthèse, ce qui est assez drôle, c'est que la structuration du lectorat de fantasy en France fait que c'est un lectorat extrêmement féminin maintenant, notamment on va dire dans les lecteurs de ce qui se fait maintenant. Voilà. Le lecteur des classiques de la fantasy, etc., va tendance à être un peu plus masculin et plus âgé. Maintenant, effectivement, le lectorat de fantasy est très féminin et en majorité. Et ce qui se fait que, en fait, j'ai eu beaucoup de retours de femmes, notamment jeunes, et qui me disent oui, effectivement, machin. Je dis bien sûr, vous savez, enfin, c'est évident. Et du coup, pour moi, c'est toujours plus intéressant. Je suis toujours content quand il y a des hommes plus ou moins jeunes d'ailleurs qui viennent m'en parler, qui me disent ouais, quand même ça me fait questionner des trucs. Donc là-dessus je sais plus du tout ce que je voulais dire. Ouais, vas-y, rebondis, grave. En fait c'est une citation que j'aime beaucoup de Ursula Le Guin. J'ai mon amie et voisine qui fait sa thèse dessus, donc j'en ai. Ah ouais, trop bien. C'est quoi ton sujet? Voilà, c'est tellement... Je te le montrerai tout à l'heure parce que c'est
qui disait que du coup la fantaisie c'est la vallée de l'éternel... Oh, putain. Vallée de l'éternel retour. La vallée de l'éternel retour, et justement... quand tu parles de questionnement, c'est pas forcément une réappropriation, même si on a grandi en fantasy avec des mythes gréco-romains ou de la médiéval fantasy et des mythes sceptiques. Et c'est quand même une réappropriation de ton héritage de fantasy de jeunesse et de questionnement. Et j'aime beaucoup cette idée de retour, et c'est ce qu'on voit avec des livres comme Circé, Méduse ou même chez les plus jeunes avec ce que fait Scrinéo, moi Méduse, moi Charib, avec ces figures qu'on réécrit totalement, et pourtant c'est des mythes qu'on a tous étudiés à l'école, qu'on a tous connus, mais il y a encore des choses à dire et à faire, et je préfère ça plutôt que d'aller faire comme Disney et prendre la même princesse et la mettre dans un pays un peu fantasmé et pour raconter la même histoire. Je vais rebondir aussi. Yes. Et justement, ça enchaîne parfaitement, mais il y a un autre trope de la fantasy qui revient tout le temps, c'est qu'en fait la fantasy, les 3/4 du temps, c'est l'histoire de princes, de princesses, de rois et en fait de la noblesse. Et quand ça part sur un orphelin qui est né dans un village, en fait à la fin c'est un roi. Donc, souvent. C'est la prophétie. Voilà, c'est la prophétie. Et en fait, je joue aussi là-dessus dans la cité diaphane, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve encore avec des histoires de lignées, de rois d'ascendance divine et tout ça, sauf qu'en fait c'est dégueulasse. Donc je trouve qu'en fait il y a peut-être aussi dans la nouvelle vague, entre guillemets, les nouveaux rivages de la fantasy, un truc de reprendre en fait des tropes qui étaient finalement non questionnés pendant des trucs, parce que en fait c'était juste un héritage du mythe, et quand on raconte des mythes ou des contes, c'est souvent des histoires de princesses, de rois. Et finalement, on se demande pourquoi finalement ces histoires, pourquoi ces mythes, et comment ils réagissent aussi avec notre prisme. Ça embraye directement notre dernière question, qui est justement cette réécriture des archétypes. On devrait dire maintenant donc des tropes, depuis qu'on s'est fait engueuler il y a 2 ans par Stéliane et Selmonte et comment il s'appelle, qui a écrit l'Empire Malazéen. Je vais me faire tuer. Je sais plus. Bref, heureusement, ça n'est pas fini. Donc, il est arrivé en pleine conférence en disant non, on dit pas archétype, on dit trope. Bon, non, on dit archétype. Oui, je t'assure. Mais ça m'avait fait rire en tout cas. On peut dire même motif aussi, parce que le terme trope a les deux. Donc, ces figures, ces figures archétypales qu'on connaît, qu'on donne l'habitude, je vais vous passer sous silence le héros cambélien, parce qu'on en a bouffé jusqu'à plus soif. Voilà. Et surtout, on se rend compte que le héros cambélien, ce n'est pas... Alors, le héros cambélien, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est le parcours initiatique du héros qui débute. Alors, c'est le petit cadre, etc. Puis, il y a des épreuves qui arrivent et il souffre. Et puis, à la fin, c'est la grande prophétie et il arrive au bout de sa quête. Ça reprend, en fait, les mythologies vraiment plutôt gréco-romaines. Et il a bâti toute son étude sur ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le héros cambélien. On le retrouve plus ou moins chez Tolkien, mais pas vraiment finalement, puisqu'on se rend compte que les vrais héros, c'est quand même d'autres personnes. Tolkien détestait Campbell. Clairement, il était clairement détesté ça. Donc voilà, mais c'est vrai que beaucoup d'auteurs, d'autrices de fantasy ont repris ces thématiques-là, et ça date pas d'aujourd'hui, qu'on rebat les cartes, qu'on rediscute des tropes. En fait, on l'a toujours fait, là, on dit que c'est nouveau, mais en fait, c'est pas du tout. Tout le monde a toujours fait ça. On va pas vous parler d'Ursula Le Guin aujourd'hui, mais lisez Terner, pour une extraordinaire vision de la fantasy. Voilà, et moi je suis pas d'accord avec vous. Vas-y. Parce que c'est un reproche qu'on m'a fait des fois en critique ou en face, que du coup donc l'histoire, du coup, c'est l'histoire de Sirène, qui est une paria dans sa cité, mais il se trouve qu'elle va rencontrer un oiseau maudit qui va lui demander son aide pour retrouver forme humaine. Et on a parlé justement de rois, de reines, de princesses, et par contre on me dit mais j'en ai un peu marre de la fantasy avec des lignées, des royaumes, des machins. Je dis mais toi peut-être que tu en as marre, mais moi je ne me suis jamais vue en princesse. Du coup en fait il faut vraiment centrer son propos quand on dit ça, parce que effectivement je suis totalement d'accord que en fantasy on a ce fantasme de l'aristocratie, du médiéval fantasmé. Oui, voilà. Et de la richesse, de l'opulence. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu énormément de blanches, et quand on est souvent représenté comme venant d'une classe sociale basse, définie par nos problèmes soit financiers, soit scolaires, soit... En fait, j'ai envie d'être une princesse. Et on peut choisir aussi de reprendre
un trope, un archétype, un motif, pour se l'approprier. Et là, on n'est pas dans la réappropriation parce qu'on l'a jamais eu. Et donc, pour moi, propos à nuancer. Bien sûr, mais c'était fait exprès. Oui, en fait, la question, c'est d'être une princesse, mais selon tes propres termes. Mais dans ce cas-là, on n'est plus effectivement on est moins dans l'archétype que dans l'ouverture, parce que alors je suis absolument à chier en histoire du Maghreb, mais j'imagine qu'une princesse algérienne c'est extrêmement différent qu'une princesse norroise. Voilà. Allez voir le film La Dernière Reine d'Alger, qui est magnifique. Voilà, moi il y a juste dans une table ronde où tu étais, donc d'ailleurs au Festival Ouest-Turlan à Rennes il y a quelques mois, Léo Henry, qui est un auteur qui a commis quelques romans de fantasy, je vous recommande chaudement, entre autres, il a eu cette phrase que je trouve très juste qui disait le cliché est réactionnaire. Et en fait, je pense que le roman le genre de la fantasy est assez symptomatique d'une tension sur les récits de manière générale, surtout dans le milieu de la production industrielle de récits, dont nous faisons partie, à quelque échelle que ce soit, qui est de dire soit on est dans la reproduction du même, et là, sachant que le même est assez habile pour se dissimuler derrière les atours de la nouveauté. Ce serait un peu long de développer, mais soit on cherche à faire autre chose, et juste pour m'arrêter sur cette question du récit, moi c'est quelque chose que je relierais à la question plus générale de l'histoire, pour des raisons de boulot. Là j'ai beaucoup travaillé de la matière historique ces temps-ci, notamment autour du 19e siècle. Et moi je fais partie d'une génération qui a eu la chance d'avoir un lycée public fonctionnel et pas détruit, c'est une parenthèse, à qui on n'a pas enseigné le 19e siècle. C'est-à-dire que moi, les programmes scolaires s'arrêtaient en 1815, globalement, et reprenaient, je crois, en 1880, Jules Ferry, l'école. Sauf qu'il s'est passé plein de choses extrêmement importantes au 19e siècle. Et j'en ai notamment la colonisation d'Algérie, entre autres choses. Et du coup, il y a juste ce que je voulais dire, c'est que ce choix de ne pas enseigner cette partie-là, et que je relie à raconter telle chose de telle manière, pourquoi, d'accord, cette intentionnalité. Effectivement, ce choix de ne pas raconter, ou de raconter d'une certaine manière, procède d'une intentionnalité. Alors la question, c'est quelle est l'intentionnalité, d'où elle vient, etc. Et donc juste le questionnement plus général que j'aimerais transmettre ici, c'est toujours questionner qui parle, et pourquoi. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'on puisse se rencontrer dans ces moments-là, parce que parfois, même nous, moi ça m'arrive de dire, tiens, j'ai rencontré tel auteur, j'ai bien aimé son livre, mais il y a un truc qui me gêne, il faut qu'on en parle parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris ou je suis pas sûr. Et donc toujours questionner ce qu'on appelle, si vous avez été au collège, vous avez entendu parler de situation d'énonciation peut-être, d'énoncé ancré, d'énoncé détaché de la situation d'énonciation, bon plaisir ça. Et donc la situation d'énonciation, c'est un concept hyper important, c'est qui parle, comment, pourquoi, où. Et tout de suite, toujours, voilà, je pense que la question importante en fantasy comme ailleurs, c'est de toujours avoir cet esprit critique pour le coup, par rapport aux énoncés, et surtout de contredire les gens, moi le premier. Et puis d'avoir conscience que notre regard, en fait, on pense que c'est le regard normal, et qu'en fait c'est un regard culturel parmi des milliers d'autres. Là, je suis d'accord avec vous deux. Et tu parlais d'histoire, et j'ai compris que l'histoire c'était un grand récit raconté par un ancien État-nation. Quand j'ai comparé en fait mes manuels d'histoire et les manuels d'histoire de mes cousins et cousines. Et là, j'ai eu un choc en fait. Vraiment, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on n'avait pas du tout les mêmes programmes, et avec des pays sur des cartes qui n'existaient plus sur les leurs, des pays qui existent sur les miens, des périodes de l'histoire comme le 19e qui ne sont absolument pas abordées, des empires et des lignées comme les Abbassides, qu'on n'étudiait pas du tout.
Et c'était vraiment un de mes premiers chocs. Et j'ai compris, enfin du coup, après j'ai pu mettre des mots beaucoup plus tard en lisant des essais, etc. Parce que c'était un regard européocentré et aussi que c'était le vainqueur qui écrivait son histoire. Et que c'était juste un outil. Enfin, on pouvait critiquer du coup les manuels scolaires comme outil de propagande, mais je suis désolée, mais quand on regarde les manuels scolaires que j'ai eus en histoire au collège, eh bien, c'est du pareil, ouais, on se sent un peu supérieur quand on aurait cette universalité, cette neutralité, mais pas du tout. Et voilà, j'ai encore cette image. Oui, le fameux. Sur les archétypes et autres, donc là je reviens vers Anouk, sur la façon dont tu as traité, ça ne veut pas dire que j'adhère pas du tout à ce que vous dites, au contraire. Mais je reviens sur les manuels scolaires. On a le droit d'avoir tort, t'inquiète. Non, sur les manuels scolaires, je pense que certains sont de la même génération que moi, la cinquantaine bien tassée. Nous on avait ces périodes-là qui étaient dedans, mais façon fin 19e. C'est-à-dire que la République triomphante, universaliste. Et petit à petit, ça a été effacé, donc quand vous y êtes arrivé, c'était zappé. C'est parce qu'on savait plus quoi dire à la place. Voilà, c'est d'où ce trou, en fait. Maintenant, on essaie d'aborder ça différemment. Enfin, en tout cas, les profs, ils le font. Je peux te poser une mini anecdote. Ouais. Vraiment, ça tient en deux phrases. Mais du coup, moi, j'étais en Calédonie pendant mon collège. Et donc, en histoire, il fallait aussi intégrer l'histoire du Pacifique. Et du coup, il y avait toute une partie sur l'époque Lapita, qui est donc une époque culturelle dans le Pacifique. Et donc, il fallait qu'ils enlèvent des parties du programme français pour mettre la partie du Pacifique à la place. Et donc, pour faire le Lapita, ils avaient enlevé toutes les croisades. Pourquoi pas? Moi, j'aurais enlevé les Gaulois, mais bon. Voilà. Donc, je reviens à nouveau à nos fameux archétypes, donc pour Anouk, puisque tu le disais un petit peu tout à l'heure, tu as repris donc les figures qu'on connaît, donc la princesse, le prince, le forgeron et autres, et on a cette ambiance très organique en fait dans la cité, et puis ses profondeurs surtout. Voilà, donc d'où ça t'est venu justement cette envie de les prendre à revers? Je sais pas trop, encore une fois. En fait, j'écris de façon très spontanée, sans du tout construire mon récit. Donc après, je retravaille beaucoup une fois que j'ai trouvé à la fin d'avoir écrit la narration sur quoi j'écrivais en fait. Mais je pense, l'organique, c'est de toute façon quelque chose qui me parle beaucoup, qui revient beaucoup dans mon travail d'artiste aussi. Prince, princesse, en fait, oui, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait justement des princes, princesses, lignée royale, c'est qu'en fait, je pense que souvent, on prend ce positionnement, il y a certes le côté fantasme sur la noblesse, mais je pense que c'est aussi l'idée que le roi, la princesse, le prince, c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur son environnement et sur son entourage, et donc qui a le pouvoir de changer, en fait, ce qui l'entoure et de changer son destin aussi d'une certaine façon. Et donc, en fait, quand on se met dans cette position-là, parce que nous, parfois, on peut, tous, en tant qu'individu d'une société, se sentir démunis dans son pouvoir d'action aussi sur le réel, sur ce qui nous entoure. Et donc, quand on se met dans cette position-là, on se sent dans la position de pouvoir faire quelque chose, en fait, aussi. Il y a finalement une sorte de pouvoir personnel, en fait, dans la figure. Et en fait, là, mes princes, princesses, ils sont complètement démunis en fait de pouvoir et ils s'en rendent compte de plus en plus un peu ballotté. Au fur et à mesure. Oui, et c'est ça. Et je pense que c'est plus que en fait d'avoir envie consciemment de retravailler des archétypes. Je travaille plus sur des thèmes juste humains, de pouvoir, de désir, d'orgueil, d'amour déçu et aussi de perte de pouvoir et de sens. Parce qu'on se rend compte qu'en fait tu penses être quelqu'un, mais t'es un maillon de quelque chose et t'as été dépossédé de ton pouvoir avant même d'exister réellement. Je pense que j'ai encore pas répondu, mais c'est pas grave. Oui, ça me fait, j'ai du coup deux remarques. Alors le premier, je fais un petit retour en arrière sur la question de l'histoire, j'y ai pensé après, excusez-moi. Ça se relie avec le chien du forgeron, notamment des programmes scolaires, etc. En Irlande, il y a plusieurs personnages de ce cycle de la branche rouge. Disais pas ça, c'est chiant, en fait, c'est imbitable. C'est des listes de noms, c'est comme l'Iliade, quoi. Et en fait, plusieurs personnages de ces récits mythologiques ont été, alors moins maintenant, mais pendant un temps, évémérisés, c'est-à-dire qu'ils ont été historicisés. Ils sont rentrés dans le récit national. Donc plusieurs personnages comme la reine Mive, par exemple,
ou le roi Connor, etc., sont quasiment rentrés dans l'histoire officielle de l'Irlande à travers une acculturation du mythe. Parenthèse. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu disais à nous, que par rapport à la question du personnage et sur la question du pouvoir sur son environnement et comment ces constructions-là, qui sont pour le coup des constructions idéologiques, au sens d'Althusser, qui définit l'idéologie comme un rapport imaginaire à une situation matérielle. C'est-à-dire qu'on se figure une histoire uniquement à travers le point de vue d'un personnage. Et ce qui est un point de vue au sens philosophique individualiste, c'est-à-dire qu'une histoire est avant tout le récit d'un individu dans une situation et comment il va ajouter. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à de plus en plus, c'est un truc qui me travaille depuis très longtemps, parce qu'on m'a fait des reproches assez tôt dans mes livres, de dire je m'attache pas aux personnages, ou alors on est loin des personnages, etc. Et en fait, et quelque part c'est un truc qui se retrouve un petit peu dans la cité diaphane, dans tout le travail de l'archétype, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une intériorité démesurée, à part le narrateur, mais ou la narratrice d'ailleurs. Oui. Et donc, pardon, spoiler. Et du coup, on est divulgachage, pardon, excusez-moi, de l'Académie française. Non, c'est parce que je l'ai pas lu. Ça arrive tout de suite, hein, t'inquiète. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, il me semble, des choses intéressantes effectivement, dans la production et dans la construction de récits et dans la réception de la part des lecteurs et lectrices de se détacher un petit peu de cette conception du personnage et des archétypes qu'on travaille et des structures narratives qu'on a l'habitude de lire, voilà, effectivement le héros, le visage, la construction en 3 actes, etc. Et d'essayer de changer de point de vue juste, et de voir, bah tiens, si on prenait plusieurs personnages à la fois, si on les regardait d'un peu loin, ou si on les regardait d'un peu à côté, etc. Et du coup, voilà, et si vous aimez la SF et la fantasy, moi je vous recommande chaudement un ouvrage qui est paru il y a pas longtemps, d'une autrice qui s'appelle Katie Stewart, qui s'appelle Réparer la SF, pour la pluralité, Réparer la science-fiction, qui parle de ces enjeux-là de plein de manières très intéressantes, notamment du point de vue de la décolonisation des imaginaires. Voilà, si ça vous botte, ce se lit très facilement et très vite. Voilà. C'est pas de la théorie très dense. Et c'est passionnant. Très vulgarisé, c'est vachement chouette. Voilà. Oui, lisez Stewart. C'est très intéressant ce que tu disais, et justement je réfléchissais à ça en jeunesse, parce que c'est quand même plus compliqué de casser autant les structures, mais et du coup tu as donné la réponse avant que je parle, là je travaille sur un récit polyphonique, et justement c'est un pas vers le récit n'est pas la vision d'un individu, d'un personnage, et qu'il y a toujours plusieurs versions d'une histoire, comme dans l'histoire avec un grand H, et j'ai pris le micro pour autre chose et ça me... Il y avait un récit de fantasy qui était très intéressant justement pour les polyphonies. Oui. C'est La Compagnie Noire de Glenn Cook. Oui, puisqu'on arrive à certains tomes qui sont racontés par d'autres analystes que le premier, qui racontent des versions différentes de la même histoire. C'est vraiment casse-gueule, c'est très très intéressant. Comme si, un exemple extrêmement connu de roman de fantasy à plusieurs voix, vous avez forcément l'Ordre du Contrevent d'Amasio, qui va être très célèbre pour ça, à juste titre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, encore une fois, c'est pas grave qu'il n'y ait qu'un seul point de vue de narrateur. L'important, c'est toujours de se rendre compte qu'il parle. Le narrateur du Chien du Forgeron affirme à plusieurs reprises au cours du livre raconter toute la vérité, rien que la vérité. Libre à vous de ne pas lui faire confiance. Voilà. Après non, au contraire ça va avec la question du message et du pourquoi. Je m'excuse pas d'avoir écrit un roman à un point de vue, parce que justement cette empathie, notamment en jeunesse, cette image qu'on a d'accompagner le personnage à travers sa quête, à travers différentes cités, et un personnage soit qui nous ressemble ou qui a le même référentiel culturel entre guillemets. C'est pas une sensation que j'ai pu avoir plus jeune, donc je tenais quand même à avoir cette presque fusion entre le personnage principal et le lecteur ou la lectrice. Mais je me rends compte maintenant que j'ai envie d'essayer d'autres choses, même si je peux pas faire un truc complètement déstructuré, mais il y a des choses à faire pour comprendre ça et faire passer aussi cette idée qu'importe le récit, qu'une histoire a toujours plusieurs versions.
On en revient à l'intention. Mais on va boucler la boucle, simplement pour vous dire, donc, avant de vous laisser la parole et poser quelques questions. Tout à l'heure, vous aurez une conférence sur Tolkien, sa vie, son œuvre, hein, avec Anne Besson, entre autres, si vous ne connaissez pas, donc universitaire spécialisée dans la fantasy. Pauline Leclerc qui a été traductrice, et ce sera animé par Stéphanie Nico. Donc ça permet de rebondir sur Tolkien, puisque quelque part, c'est aussi une polyphonie, puisque c'est la même histoire racontée par plusieurs personnages, plusieurs destins. Non, mais quand même. C'est un narrateur omniscient qui focalise à travers plusieurs personnages. C'est pas de la polyphonie. La polyphonie, ça aurait été effectivement qu'on ait le récit interne de Frodon, puis celui d'Aragorn, etc. Au contraire, voilà, ça s'appelle du récit, c'est du roman assez traditionnel, etc. Parce que Ça va bien se Pardon. passer. Bah oui, quand on met un micro face à une enceinte, forcément, ça l'arsène, c'est normal. Et donc, du coup, la polyphonie, c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs voix qui s'expriment directement. Pardon. Mais d'ailleurs, par contre, il y a un jeu de narration dans Tolkien, enfin chez Tolkien, c'est qu'il se place comme étant en fait un traducteur ayant reçu des récits mythologiques d'un monde qui existerait réellement et dont il se ferait finalement le porte-parole et le traducteur. Donc il y a quand même un décalage et une réflexion de la situation d'énonciation dans Tolkien. Ouais, les premiers History of Middle-earth, effectivement, c'est d'abord, c'est lui en fait, c'est un navigateur qui arrive sur l'île des Elfes et on lui raconte la méta-histoire en fait. Donc du coup, on vous laisse la parole si vous avez des questions. Alors moi j'avais une question par rapport à la réappropriation de ce qui existait déjà. Pourquoi s'être réapproprié quelque chose au lieu d'imaginer quelque chose? Pourquoi réutiliser un nom d'un personnage connu plus ou moins et pas avoir imaginé un nom sorti de nulle part? J'ai envie de répondre pourquoi pas. Ça serait la réponse facile. Quand j'étais, c'est peut-être un peu biographique, mais quand j'étais en première, j'ai eu la chance de faire une première littéraire. Et il y avait un des thèmes de l'étude pendant ma première littéraire, quand le lycée français existait encore, qui était la question de la réécriture. Et donc ça a un peu fusé pas mal de choses, voilà, plusieurs versions de Don Juan, par exemple. Et en plus, c'est un truc très bateau dans l'histoire littéraire, la réécriture, en fait. Je sais pas, si vous prenez l'Antiquité grecque, par exemple, il y a carrément des concours où le thème c'est d'écrire Antigone. Voilà. Donc il y a 10 personnes qui vont écrire chacun leur Antigone et on peut choisir. Voilà, donc l'histoire on a gardé 2, 3 peut-être éventuellement, qui ont été ensuite en plus réécrits, hein, notamment. Prendre l'exemple d'Antigone, vous avez, je sais pas combien au XVIe siècle, puis au XVIIIe siècle, puis on lit peu, puis voilà au XXe siècle la canouille, la version qu'on connaît le plus. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre un canevas et de voir, justement, en décalant un peu le point de vue, de se dire, qu'est-ce que ça nous raconte, en fait, aujourd'hui? Et je suis à peu près persuadé que dans 20 ans, si quelqu'un se prend de réécrire, je sais pas, le mythe de Cuchulainn, du chien du forgeron, ça donnera quelque chose d'extrêmement différent. Et voilà, ce livre, c'est le point de vue d'un homme de 30 ans, en 2020, sur ce truc-là. C'est ni plus ni moins, quoi. Il faut réécrire les trucs, c'est vachement bien. Enfin, je veux dire, surtout ne pas rester, voilà, pour Disney, surtout ne pas rester avec la version de Blanche-Neige de Disney, quoi. Faisons les choses, travaillons les choses. Par contre, travaillons-le en conscience, quoi. La petite sirène. La petite sirène, par exemple. Bonjour. Est-ce que au cours de vos recherches, vous avez retrouvé des mythes et légendes où vous aviez vraiment mais jamais entendu parler, quoi? Oui. Merci. Laquelle? Oui. En fait, c'était une vraie recherche. Comme je disais, il n'y a pas de traces tant écrites. C'était le Covid. Donc déjà, les frontières entre la France et l'Algérie étaient fermées pendant presque 2 ans et demi, je crois. Enfin, 2 ans. C'était 2 ans. Enfin, et je crois que j'y suis pas retournée pendant 2 ans et demi. Je me suis retrouvée plutôt à faire des recherches orales en demandant à mes parents, à mon oncle, mais en fait, d'où elle vient cette expression? Mais en fait, et donc je ne disais pas que j'écrivais, hein, c'était juste par curiosité. Ils étaient là, oh mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Bon, ça vient de ça, mais je crois que c'est ma grande tante, tu la connais, elle m'a raconté ça et ça. Elle me dit mais dis-moi plus. Et je me suis rendu compte de la richesse de cette mythologie et de ce panthéon qui était transmis par la forme de contes. Et j'ai redécouvert justement, pareil,
j'en parlais aussi. Hier, la vraie figure de l'ogresse, qui était très différente de celle que me décrivait mon grand-père, et celle que j'ai essayé de reprendre, donc beaucoup plus féministe et moins manichéenne, qui n'était pas juste l'antagoniste des histoires, mais une femme insoumise au pouvoir effrayant, qui pouvait faire le bien comme le mal selon les situations, et qui n'était pas juste le grand méchant loup, comme on avait pu voir. Donc oui, j'ai découvert énormément, et ça m'a donné encore plus envie de m'investir à fond dans mon ouvrage, et rendre honneur à un petit pan de cette culture, parce que j'arrivais même pas à mettre le terme culture ou mythologie ou panthéon sur tout ça. En fait, c'était juste au début des histoires qui me plaisaient, que je voulais remettre en valeur, et puis ensuite, à force de creuser, j'ai découvert qu'il y avait énormément de choses. Et oui, c'est tout. En fait, quand on écrit un roman sur une thématique ou une mythologie, on se rend compte qu'on grandit énormément en faisant ces recherches-là, et on découvre beaucoup de choses sur le texte qu'on veut écrire, sur nous-mêmes, sur l'objet de la recherche. Donc oui. Une dernière question. Alors, 2 remarques et une question idiote. La citation de Johannes Farr, alors moi je sais pas pour vous, hein, mais je suis pas du tout d'accord. Je ne sors, en tant que lecteur d'imaginaire, je ne sors jamais, même d'un texte mineur, ou même d'un essai, sans des questionnements qui vont me poursuivre quasiment toute ma vie. Je sais pas pour vous, mais je pense que dans l'imaginaire, en tout cas, on est des lecteurs plutôt open, hein. Donc j'adore Johannes Farr, mais là, alors c'est peut-être sorti de son contexte, hein. Une autre remarque vite fait, pour aller plus loin, beaucoup plus loin encore, dans le questionnement des mythes, toujours Katie Stewart, l'Évangile selon Myriam, qui est une œuvre ultra intéressante, et puis là on ressort avec des interrogations, déjà qu'est-ce que j'ai lu, et après voilà, hein, ça pose vraiment la chose de façon brute et très minimaliste, mais ça montre des choses. Et la question idiote, c'est est-ce que vous avez conscience vous-même d'être pas les héritiers ou les descendants, mais en tout cas d'être dans la mouvance, d'être des gens qui écrivent les mythologies ou le folklore, on peut aussi dire le folklore. Vous êtes des gens vous faites partie des gens. Est-ce que vous avez conscience quand vous écrivez de faire partie de tous ces millions de gens qui ont écrit, qui ont fait des évangiles, qui ont fait des contes, vous en faites partie, et plus tard, vous l'avez brièvement évoqué. Est-ce que vous en avez conscience? Ça vous habite un peu? Je vais répondre point par point. Pour Johannes Farr, en fait, c'est vrai que celle qui m'intéresse le plus dans la citation, c'est la deuxième partie, parce que j'écris pas de littérature vieillesse, donc je m'intéresse. Donc c'était... Pardon. Et peut-être que ça parlait d'un lectorat... d'un lectorat aussi plus global, parce que pour moi, le public qui dit de la fantaisie, le lectorat de l'imaginaire est quand même assez particulier dans son rapport à la lecture, qui n'est pas... faut pas en faire un... je vais en faire un... Comment dire ? Ça ne représente pas tout le lectorat francophone. Oui, l'Évangile selon Myriam est un livre très intéressant, notamment quand on n'a pas du tout de culture religieuse, j'allais dire, non, mais plutôt catholique, dans des écrits chrétiens. Et du coup, moi, je l'ai vraiment lu comme... alors, je savais pas ce que je disais, j'étais là, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... Alors, ce nom-là, parce que des fois, je connais des noms de prophètes ou de saints, mais du coup, en arabe, et du coup, je suis là, mais lui, c'est qui, du coup? Je sais pas, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Puis du coup, je fais, ah mais non, ça c'est Cendrillon. Ce n'est pas les... Donc c'était une expérience de lecture très intéressante et que je n'oublierai pas. Deuxièmement, non, pas du tout. Je me rendais pas compte de faire quelque chose comme je disais, j'ai vraiment écrit moi par colère, et j'ai pas pu faire première L, on m'a pas laissé. Et j'ai pas pu faire d'études de lettres, on m'a pas laissé. Et je n'ai pas refait d'études de lettres, je me suis vraiment... Enfin, j'ai juste lu, en fait. Et quand j'ai écrit, c'était par colère, c'était aussi avec mon sweat sur ma capuche sur la tête et mon petit PC comme ça sur mon Word pendant mon canapé ou sur une chaise, donc on se rend pas compte vraiment de ce qu'on fait. Et même maintenant, c'est très étrange de voir son livre dans les rayons, d'en parler. Donc peut-être plus tard, je sais pas, après plusieurs romans, est-ce qu'on se rend compte vraiment de cette position? Je me placerai pas dans une généalogie ou quoi que ce soit. Après, j'ai des figures tutélaires, si on veut. Voilà. Le Gwyn Robinson, Tolkien, voilà. Mais c'est des trucs qui me sont perso et dont on retrouve des traces dans mes bouquins
Utopia notamment est bourré de clins d'œil plus ou moins cachés. Mais moi je crois beaucoup à la notion, alors désolé pour le terme littéraire, encore une fois, à la notion d'intertextualité, qui est pour le coup extrêmement liée à la question de la réécriture. Donc l'intertextualité, c'est le fait que, pour le dire de manière la plus simplement, c'est qu'aucun texte n'est tout seul, et que un texte est une somme d'influences, et va influencer lui-même, et donc il y a des choses qu'on retrouve, et des choses qui en sortent, et voilà, et on amène aussi en tant que lecteur des choses, et c'est super chouette, et c'est pour ça que pour encore une fois, à titre personnel, pendant assez longtemps, pour des raisons de financières notamment, je venais en salon, j'achetais pas de livres quand j'étais invité. Il y a quelques années, je me suis dit, bon Camille, ça commence à bien faire, il va quand même falloir te mettre à lire les copains, quoi, parce qu'en fait, on a besoin d'être en prise avec ce qui se fait dans notre champ, notamment la SF ou la fantasy ou quoi que ce soit. On a besoin de savoir ce que font les autres, et parfois pour pas être d'accord, parfois pour trouver ça à chier, parfois pour trouver ça formidable, mais en tout cas pour savoir qu'on n'écrit pas tout seul, quoi, et que essayer se nourrir mutuellement. Ouais, moi non plus, quand j'écris, je me dis pas que je participe à une espèce de grande œuvre de l'humanité collective, c'est sûr. Mais après, ouais, je pense que par contre, c'est hyper intéressant de s'interroger tous, sur comment on est nourri par toutes les histoires qu'on a reçues et qui nous entourent, et comment en fait elles sont constitutrices de nous. Et juste pour finir sur une touche rigolote, il y a un livre qui vient de sortir aux éditions Mu. Et par contre, j'arrive pas du tout à me rappeler du nom de l'auteur, je suis désolée, mais ça s'appelle Le Livre de Nathan. Et en fait, le postulat, c'est que... Fabien Cartelet, voilà. Et en fait, il y a eu un gros cataclysme, tout a été détruit et englouti, et en fait, le seul livre qui reste, c'est donc Le Livre de Nathan, qui est le plus mauvais manuscrit refusé par tous les éditeurs que vous pouvez imaginer. Et donc, la nouvelle société va se construire avec comme livre sacré ce roman extrêmement mauvais, en fait, voilà. Excellent. Voilà. C'est le poste le plus comique que j'ai. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant de finir là-dessus sur, en fait, comment, finalement, on fait avec les histoires qu'on a. Voilà. Donc, voilà pour le mot de la fin. Juste, si vous ne connaissez pas encore cette autrice, donc je vous conseille, toujours pareil, dans la façon d'écrire de la fantasy, allez voir Claire North. Je ne sais pas si ça a déjà été traduit. Elle a réécrit Pénélope. Pénélope. Oui, il est sorti Pénélope. Alors c'est Ithac, la suite. Voilà, donc c'est une réécriture complète de qui est Pénélope. Ulysse s'en prend pour son grade. Voilà, il me reste à vous remercier toutes et tous d'être venus assister. Merci à vous trois d'être venus. Merci. Et puis on vous retrouve aux dédicaces à côté. Merci.